créer une boîte maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, tu vois. On jette chaque année en France 10 millions d'appareils gros électroménagers. Il y a seulement 3% du marché qui est reconditionné. L'Europe a une carte à jouer, surtout face aux États-Unis, sur toutes ces problématiques d'impact. Moi, j'ai trouvé ça ultra énergisant de travailler dans l'impact. Je me suis dit, mais en fait, à aucun moment, tu dois te justifier de ce que tu fais. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Breton, fondatrice et CEO d'Underdog, la start-up qui reconditionne le gros électroménager pour en faire une nouvelle norme de consommation avec des appareils jusqu'à 50% moins chers, garantie 2 ans et reconditionnés en France. Ancienne cofondatrice de Daco.io, rachetée par VP, elle y a lancé l'offre Recycle avant de créer Underdog en 2022. Elle est aussi ambassadrice Impact France et cofondatrice de Climate House, un lieu de 2000 m² à Paris lié à la transition. On va parler dans cet épisode de son parcours, de leadership et d'impact. Je suis très heureux de la recevoir. Salut Claire. Waouh, quelle intro, merci. Ça va pour l'intro? Pas d'erreur? C'était magnifique. J'aime bien commencer par le début, donc est-ce que tu peux nous dire où tu es née? Alors, je suis née... Dans quelle famille? Je suis née dans un petit village qui s'appelle Sevlinge, qui est qui est à 1 heure de Lyon. Un petit village de 400 habitants. Moi, je suis née dans une famille d'agriculteurs. Mon père était paysan et ma mère l'aidait. Et je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. J'ai 2 frères qui sont plus petits que moi. Et j'ai une enfance hyper heureuse, aussi hyper responsabilisante. La valeur travail a une grosse importance quand c'est dans une famille d'agriculteurs. Et moi, je considère que les agriculteurs, les artisans, les boulangers, tous ceux qui sont autour de nous, c'est les plus grands entrepreneurs. Et je pense que j'ai quand même grandi dans un milieu entrepreneurial, même si c'est pas celui qu'on connaît ici à Paris dans les Startup Nation. On a peut-être perdu un peu le sens, ou on a transformé peut-être un peu le sens du mot entrepreneur. Je pose souvent la question des entrepreneurs dans la famille. Donc toi, tu dirais oui, en fait. Oui. Tu avais déjà une ambition, ou une volonté d'un impact Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je voulais être chef. Chef, donc ça répond à la question de l'ambition. Mon père me disait qu'avant d'être chef, il fallait déjà avoir des chefs. Non, mais quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais ça. Et j'ai toujours eu à cœur de questionner un peu le statu quo. J'observais beaucoup les adultes et je leur posais des questions de pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu fais pas plutôt comme ça. Donc j'ai toujours eu un peu ce mindset de remise en question. Mais je me suis jamais dit je vais devenir entrepreneur ou je vais monter un business. J'ai fait mon collège-lycée dans ma région et je suis tombée un peu par hasard dans un forum des anciens élèves dans mon lycée, à quelques jours de la fin du lycée, sur un ancien élève qui avait fait HEC. Et pour moi, les prépas HEC, c'était juste pour faire HEC, donc j'avais 0 chance. On en parlait très peu quand même dans les lycées de campagne des prépas. Et donc c'est lui qui m'a dit non, mais prépa HEC, tu peux aller dans n'importe quelle école de commerce derrière, c'est comme un lycée mais en plus dur. Et c'est assez généraliste, donc ça ne te ferme pas les portes. Et donc du coup, j'ai décidé un peu par hasard de m'inscrire dans des prépa commerce. Et j'ai fait donc ma prépa à Lyon pendant 2 ans et ensuite j'ai intégré le SCP à Paris. Avec une idée déjà en tête ou... Non, aucune. Non, pas du tout. Et je t'avoue que l'arrivée en prépa a été hyper violente pour moi. C'était une prépa privée qui était super, mais qui était le monde opposé de ce que je connaissais. Quand tu viens d'une famille d'agriculteurs et que tu finis dans une prépa HEC, une prépa privée à Lyon, c'est 2 mondes qui s'opposent de par le niveau de richesse, mais aussi par le niveau de valeur. Tu vois, moi j'étais dans la valeur travail manuel et en prépa on te répète que tu es l'élite de la nation, ce qui est globalement faux, mais on valorise beaucoup ton travail intellectuel et le travail intellectuel n'est pas valorisé dans une famille d'agriculteurs, tu vois. Enfin, si tu passes 1 semaine à lire tes bouquins et à bachoter, tu n'as rien fait de ta journée parce que physiquement tu n'as pas aidé. Et donc du coup c'est 2 systèmes de valeurs qui s'opposent, que j'ai réussi à concilier et qui du coup est finalement méga puissant, mais tu vois, l'entrée en prépa était assez violente. Intellectuellement, c'était incroyable. Enfin, tu te rends compte que tu es capable de faire plein de choses, tu vas au bout des choses intellectuelles.
Mais quand tu viens pas de ce monde, c'est compliqué de concilier les deux au tout départ. Finalement, j'en ai fait une force, donc je suis hyper contente. Et pour moi, c'est vraiment une étape de ma vie qui est super importante. Et je regrette pas du tout d'être passée par là. À quel moment tu te dis, ça a été ton premier, tu as monté un business tout de suite? Non, en gros, je sors de l'ESCP. Moi, je fais ma dernière année en alternance dans un cabinet de conseil en data client. Et quand je sors de l'ESCP, je rejoins un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Advancy, qui est ultra entrepreneurial, puisque tu vois, quand j'y étais, je pense qu'on était 40 et maintenant ils sont plus de 200. Et pendant 4 ans, je vais travailler sur des problématiques pour des retailers, pour de l'industrie, pour des parcs de loisirs. Et je vais toucher un peu à tout et je vais monter les échelons jusqu'à devenir manager. Et donc du coup, moi, ça me forme un esprit business assez diversifié. Et c'est là où je rencontre Anis et Paul, qui sont mes associés sur Daco.io. Et donc on se rend compte finalement qu'en conseil, on fait appel à toi pour des stratégies de pricing une fois par an. Que tu sois un distributeur de cosmétiques, de prêt-à-porter, on appelle un cabinet pour t'aider sur ta stratégie pricing une fois par an. Ça coûte extrêmement cher et tu es au début de toutes les technologies d'intelligence artificielle. Donc on est en 2015-2016. Et en fait, faire une stratégie prix une fois par an, ça suffit pas. Il faut que tes prix évoluent à peu près tout le temps. On voit le machine learning qui est en train d'arriver. Et donc, avec Anis et Paul, on se dit, on quitte Advancy et on monte Daco.io et qui aidait les distributeurs de prêt-à-porter à mieux comprendre ce qui se passait dans leur environnement concurrentiel. Et donc, grosso modo, c'était quel type d'assortiment déploie ton concurrent, à quel prix et avec quel niveau de promo. Et tout ça, c'est vraiment le paléolithique de l'IA parce que à l'époque, on avait notre serveur NVIDIA, dans notre petit bureau parisien. On créait nos propres modèles d'entraînement. On entraînait nous-mêmes nos modèles pour qu'ils reconnaissent les vêtements qu'on scrapait sur le web. Tu t'es dit que là, vous teniez quelque chose, que tu avais conscience de... Quand tu regardes maintenant avec quelques années de plus Je suis pas sûre que j'avais conscience que l'IA allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais j'avais confiance. En fait, on était 3 associés, on avait des forces hyper différentes et très complémentaires. On est toujours restés 3 et on n'a jamais eu de salariés jusqu'à la revente. Tu vas me dire, la vente a eu lieu 18 mois plus tard, donc c'était assez rapide. Non, j'avais pas conscience que ce que ça allait devenir après. À quel moment vous vous êtes dit, c'est un business, c'est un potentiel de business et donc on va quitter le conseil, je vais quitter le conseil pour aller monter ça? Et qu'est-ce que tu retires en fait de ces années conseil? En quoi ça t'a aidé à te lancer? Je pense qu'on a été tous les 3 motivés par avoir notre propre entreprise. On savait que le monde du conseil était quand même super éloigné de la data à ce moment-là et de la tech en général. Et donc on avait vraiment envie de créer notre propre entreprise. Et ce que j'en retire de ces 4 ans, écoute, pas mal de choses. La première, une compréhension business assez large. Tu vois, moi je construis des business models en 2 heures. C'est quand même une compétence quand t'es entrepreneur. On sait aussi créer un réseau. T'apprends à parler à des CEO et à négocier avec eux. Je trouve qu'il y a beaucoup de compétences que tu peux ensuite réutiliser dans ton monde entrepreneurial. Tu sais comment parler à des investisseurs. Tu sais comment parler tout court en présentation et embarquer quelqu'un dans ta vision. Tu sais manager des équipes. Mais c'était un vrai sujet parce que nous, quand on s'est lancé sur Daco et qu'on allait voir certains entrepreneurs et surtout certains investisseurs, vraiment, il y a des gens qui nous ont rigolé au nez en disant non mais un consultant ne peut pas être entrepreneur et les consultants ça met jamais les mains dans le cambouis. Et donc on a dit déjà c'est pas antinomique. J'ai fait 4 ans de conseil, ça ne me définit pas en tant qu'individu. Et en fait, tu as des compétences, peu importe la vie que tu as eue avant, tu peux en tirer des compétences pour ensuite devenir entrepreneur. Pourquoi ça a duré que 18 mois en fait? D'accord. Ouais. Écoute, on a passé toute une phase, on va dire, quelques premiers mois, on a construit vraiment la tech d'IA. Ensuite, on l'a très vite testé auprès de 2 premiers clients où là, vraiment, on a construit l'outil et le produit avec eux. Ensuite, on l'a déployé à une dizaine, même quinzaine de clients. Et au bout un peu plus d'1 an, on a intégré l'accélérateur de VP. Et l'accélérateur de VP qui était à Station F a un modèle assez unique. C'était tu les rejoins pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, tu dois prouver que tu as une meilleure tech qu'eux. Alors qu'eux, à l'époque, ils étaient 900 tech, donc ils touchaient un peu leur bille. Mais mécaniquement, ils ne pouvaient pas faire tous les sujets.
Et nous, en fait, au bout d'un mois, ils voient que notre tech de scrapping et d'IA marche très bien. Donc, on commence à travailler sur leur marque et on commence à voir qu'on peut optimiser leur pricing grâce à l'outil. Et en fait, vente privée a quand même un avantage compétitif, c'est qu'ils vendent des produits qui ont déjà eu une vie. Donc si, prenons une marque, je sais pas, Adidas vient avec un stock de produits en disant il me reste 2000 paires de chaussures comme ça, nous on est capable de lui dire il y a 2 ans, cette paire de chaussures, tu l'as vendue à moins 70%, il t'en reste 2000 si tu veux que je les écoule. Il faut que je le vende à moins 80% et donc il faut que je l'achète à ce prix-là. Et donc c'était ultra puissant parce qu'à la fois ça touchait au prix final, au prix d'achat, donc un outil de négociation. Et on monitorait aussi les prix référents, parce que quand VP dit que cette chaussure neuve est à 120 €, il est garant de la véracité de ce 120 €. Et donc très vite, ils ont vu que la tech répondait à ces 3 besoins qui étaient cruciaux et que quand tu es VP, tu ne peux pas externaliser ton pricing. 1, ça coûte trop cher et 2, c'est beaucoup trop vital. Et donc là, ils nous ont fait une proposition de rachat. T'as hésité ? La technique était hyper claire. C'est que, en fait, on a examiné la possibilité avec mes associés en disant déjà, est-ce que le projet te botte et est-ce que tu es prêt à vendre avant même qu'on parle de montant. Et donc ça, on se disait, oui, l'aventure est... En fait, tu passes d'une dizaine de clients à un groupe qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Donc en termes de scale, t'es aussi... c'est le même challenge, entre guillemets. Et ensuite, on s'est mis d'accord sur nous, un montant minimum à partir duquel on était OK de vendre. Et le montant de VP était au-dessus. Donc, tu t'y es plus, ou t'es resté déjà avec une idée de te dire, ça va peut-être pas durer 20 ans, cette affaire. Non, moi je m'y suis beaucoup plu et d'ailleurs tous les 4, on n'était pas obligés de rester aussi longtemps, donc on est restés tous les 4 ans. Et en fait, VP a été ultra intelligent dans l'intégration. C'est que déjà, 1, nos objectifs étaient super clairs et 2, ils nous ont, ils nous ont fait un plan de carrière, mais ils nous ont fait évoluer au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté dans notre coin à dire ça c'est Daco, ils font leur petit truc et puis voilà. Donc l'intégration 1 c'est super bien passé et 2, moi je suis restée donc 2 ans à la tête du pricing chez VP qui est quand même un énorme morceau parce que tu vas gérer le produit pricing, tu vas gérer les commerciaux qui utilisent ton produit, tu vas gérer des projets de data science sur la thématique de pricing, donc sur un groupe qui fait encore une fois des milliards et qui est présent en Europe, donc dans toute l'Europe, donc tu as des problématiques qui sont incroyables. Et ensuite, 2020, donc crise du Covid, crise de sens pour un peu tout le monde. Je pourrais te raconter ce que j'ai fait pendant ce Covid-là, mais en rentrant du Covid, je me dis, il faut que je réoriente ma carrière vers beaucoup plus d'impact. Et donc, c'est le moment où Jacques-Antoine voulait lancer la seconde main chez VP. Et je fais ce projet-là avec lui, donc c'est Recycle dont tu parlais en intro, où on récupérait des produits, donc des vêtements, auprès de nos membres, on les triait, on les lavait, on les séchait, on les prenait en photo et on les revendait sur VP. Et donc là, une aventure intrapreneuriale au sein d'un géant du e-commerce avec tous les moyens logistiques que tu peux connaître. Donc en fait, tu n'as pas meilleure école pour apprendre la seconde main. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et effectivement, pendant 2 ans, après j'ai eu envie de remonter une entreprise et donc c'est Underdog. Alors cette crise de sens ou ce questionnement sur le sens, ça arrive pendant le Covid ? Yes, comme pas mal de personnes. Tu l'avais pas avant ? Non, écoute, franchement, pas trop. C'est arrivé, oui, pendant le Covid, qui est concomitant avec ma première maternité. Donc je ne sais pas, les deux ont joué, j'imagine. Mais en fait, pendant le Covid, j'ai eu la chance de me confiner à la campagne. Et avec mon mari, on se pose la question de comment on pourrait aider pendant cette période qui était assez étrange pour tout le monde. Nous, on était plutôt sur des métiers business. Et donc, on se dit, on pourrait aider les petits commerçants de nos quartiers. Donc, on crée Sauvons nos commerces. On fait un appel sur LinkedIn en disant, on veut créer une plateforme qui permet aux commerçants de vendre des bons d'achat pendant leur fermeture. Vous en pensez quoi ? Et en 24 heures, on avait une équipe de 20 bénévoles qui travaillaient avec nous, entre des gens qui faisaient de la growth, du marketing, des PR, des devs, des avocats, enfin plein de gens. Et on lance une plateforme on la crée pendant 15 jours, on la lance. Et finalement, on a vendu 300 000 € de bons d'achat pendant le mois et demi qui restait. Et c'était assez incroyable parce que ce qui était fort, c'est que tu pouvais laisser un mot de soutien aux commerçants au moment de ton achat. Et on a vraiment eu des commerçants qui nous ont appelés en larmes en disant « je suis pas tout seul ». C'était assez incroyable. Et moi, j'ai trouvé ça
ultra énergisant de travailler dans l'impact. Je me suis dit, mais en fait, à aucun moment, tu dois te justifier de ce que tu fais. À aucun moment, tu dois créer toi-même ta propre énergie. En fait, c'est ton projet qui te drive. Et c'est quand même... c'est canon. Enfin, il faut absolument que je me réoriente vers l'impact. À quel moment, toi, tu t'es dit que, en gros, tu reviendrais pas en arrière, enfin, que ta vie professionnelle, fallait que ce soit ça maintenant C'est vraiment à ce moment-là, je trouve que... Alors oui, on était effectivement enfermés, mais tu avais beaucoup plus de temps pour réfléchir à toi-même. Tu étais quand même en face de tes problèmes. Et tu n'avais aucune distraction. Tu pouvais pas avoir d'amis, ni ta famille. Enfin, il y a quand même beaucoup plus de temps où tu étais seul avec toi-même. En tout cas, tu avais le temps de réfléchir à des vraies questions. Un temps d'introspection. Exactement. Et moi, c'est pendant ce moment-là où je me suis dit, mais je veux absolument faire ça. C'était même pas le retour en arrière n'est pas possible. C'était... Même pas envisageable, voilà, exactement. Alors à quel moment est-ce que l'idée Underdog émerge ? Écoute, moi pendant Recycle, je commence à échanger avec les acteurs qu'il y avait dans l'économie circulaire. À l'époque, tu vois, en 2020, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Tu avais eu toute une première vague d'économie circulaire sur des petits produits, enfin en tout cas faciles à transporter, donc tout ce qui est smartphone, ordinateur avec Back Market, vêtements avec Vinted ou avec Recycle. Et je voyais de plus en plus une deuxième vague arriver sur des produits plus lourds logistiquement parlant, donc le meuble, le gros électroménager, le vélo. Et moi, je découvre le gros électroménager début 2022. Je découvre qu'on jette chaque année en France 10 millions d'appareils gros électroménagers. Donc c'est des frigos, les sèche-linges, les lave-linges, les lave-vaisselle. Et qu'il y a seulement 3% du marché qui est reconditionné. Aujourd'hui, le smartphone, c'est entre 15 et 20%. Et donc, tu as un vrai potentiel à aller switcher ce marché vers plus de circulaire. Et ce qui te manque aujourd'hui, c'est des reconditionneurs de gros électroménagers, donc des gens qui récupèrent du gros électroménager défectueux, le réparent, le remettent à neuf, le testent et le revendent. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée d'Underdog. J'en ai parlé à Laura et Léa qui travaillaient avec moi chez VP. Et on a décidé de se lancer en été 2022. Quel était le but que tu recherchais ? Il y avait, Pour moi, je suis très drivée par le bon sens. Tu vois, c'est le bon sens paysan qui me tient depuis que je suis petite. Okay. Et donc, ça répond à ma question. Ouais, c'était que du bon sens. En fait, tu as une économie d'émissions de CO2, tu as de la réindustrialisation des territoires, tu as de la création d'emplois de techniciens, de la formation. Enfin, tout converge vers beaucoup plus de bon sens et même in fine, en fait, jeter ces matériaux qui pourraient être reconditionnés, c'est stupide. Ouais. Donc autant aller vers quelque chose de beaucoup plus... Aucun acteur ne faisait ça au moment où tu l'as lancé ? Non. T'as Darty et Boulanger qui ont un service SAV où ils reconditionnaient, mais ils partent pas forcément du déchet, ils partent de machines issues du SAV. Donc beaucoup plus récente. Quelles sont les premières réactions ? En gros, donc nous, on dépose, on crée l'entreprise en août 2022, on part en levée de fonds directement, on close un tour à 3,8 millions d'euros, notamment avec Daphne en lead, et donc ça c'est en novembre 2022, et on récupère les clés de notre premier entrepôt en décembre de la même année, et on a nos premiers techniciens et premiers salariés qui arrivent en janvier. Est-ce que tu es passé par ce que beaucoup d'entrepreneurs disent, le nombre de toutes les portes qui se ferment Non. Alors j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu 170 personnes, que ce soit BA, Business Angel ou fonds. Quand tu as déjà vendu une boîte et que tu as déjà fait un exit et que ça se passe mieux, donc les portes s'ouvrent. Après, ce qui était difficile, c'est que c'est quand même un modèle industriel et les VC sont pas habitués à ce genre de modèle. Mais l'économie circulaire avait et a toujours le vent en poupe. Tu as Daphne, ils ont fait Back Market, donc ils connaissent bien ces problématiques-là. Ils savent qu'il y a un marché. Ils savent aussi qu'on est une bonne équipe de cofondateurs, puisque Léa, notamment, avait travaillé avec moi sur Recycle. Et donc, en fait, une équipe qui a déjà scalé un business de seconde main et dont une a déjà fait un exit, tu n'en as pas beaucoup sur la place. Et donc, si tu avais dans ta thèse d'investissement d'investir sur l'économie circulaire, on coche pas mal de cases. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Écoute, on est 45 maintenant. Je compte les techniciens et les opérateurs dedans. Donc on est basé à Nantes, on a un entrepôt de 2700 m². On reconditionne et vend à peu près 800 à 900 machines par mois. On a fait une deuxième levée de fonds en mars de 7 millions d'euros avec BNP et Serena.
Tu couvres le territoire, Je couvre toute la France. Toute la France. Je vends dans toute la France. On a toutes les catégories de produits, donc tout ce qui est froid, donc réfrigérateur, congélateur, cave à vin, tout le lavage avec lave-linge, sèche-linge, la vaisselle, et la cuisson. Et on va bientôt lancer les télés. Quelle est l'ambition que vous vous êtes donnée en fait? Tu as des ambitions, on va dire, de chiffre, de devenir le leader du gros électroménager reconditionné. Et surtout, on est une entreprise à mission. Et donc nous, notre mission, c'est, attention c'est long, mais ça résume très bien, c'est encourager la création de la filière de reconditionnement de gros électroménagers en France, puis demain en Europe. Et donc ça veut dire travailler sur les gisements, faire en sorte qu'aujourd'hui, les gisements, donc les 10 millions de produits dont je te parlais tout à l'heure, qui sont jetés et qui sont en grande partie recyclés, ils arrêtent d'être recyclés, mais qu'ils soient testés et que s'ils peuvent être reconditionnés, qu'on les reconditionne. Tu as un aspect industriel où nous, on est en train de construire donc, dans notre atelier à Nantes un modèle qui est rentable et qui est réplicable. Ça, c'est le but. Et tu as un pan sur la distribution où on veut faire du reconditionné sur le gros électroménager, un réflexe pour tous les Français et pour les Européens demain. Comment ça fonctionne, en fait, techniquement? Alors, je les achète, ce qui est une aberration parce qu'en fait, tu achètes du déchet. Mais tout ça va se tasser. Donc, tu récupères... Sans savoir si ça peut être reconditionné? Oui. Tu l'as pas encore testé? Je ne l'ai pas encore testé. J'ai un cahier des charges qui me permet, c'est une de nos compétences qui me permet de limiter mon taux de machines que je ne veux pas reconditionner. Mais donc, je récupère des produits défectueux auprès de partenaires B2B. Donc, je reçois des 33 tonnes remplies de produits défectueux. Je les réceptionne, je les diagnostique. Je vais identifier la panne et la réparer. Donc, ça, c'est mes techniciens. Je vais aussi changer toutes les pièces d'usure, puisque tous les produits sont garantis 2 ans. Donc, en fait, s'il y a une pièce d'usure, je dois la changer. Ensuite, ils sont testés en conditions réelles, ils sont nettoyés de fond en comble, et ça, c'est une grosse partie chez nous, puisqu'en fait, ton client, il est OK qu'il y ait une rayure, mais il n'est pas du tout OK que ça soit sale, et c'est bien normal. Ensuite, on prend en photo tous les produits qu'on vend pour que tu aies une vision claire du produit que tu vas acheter. Et ensuite, on le stocke, et dès qu'on a une vente sur notre site, on vend aussi en marketplace, mais c'est principalement sur notre site, on l'expédie partout en France. Qu'est-ce qui a été le plus dur là? Il y a eu des moments un peu charnières dans l'histoire d'Underdog, qui est une histoire quand même assez récente finalement, mais... Oui, écoute, la levée de fonds, j'ai trouvé ça, la deuxième, la série A, j'ai trouvé ça hyper dur, enfin hyper intense. Je trouve qu'en tant que CEO, parce que du coup la levée de fonds c'est moi qui la menais, bien évidemment Léa, Laura et Mathieu répondaient aussi, étaient dans la boucle, mais c'est toi qui emportes la responsabilité et l'intensité, tout en continuant à regarder et à participer au business, parce que quand tu es en levée de fonds, les investisseurs ils regardent tes perfs tous les mois, donc tu as intérêt à ce que ça ne dérouille pas. Et donc tu dois mettre la team sur les rails du succès à ce moment-là aussi. Et je trouve que c'est assez intense parce que ça dure 6 mois. Une fois que tu as fini, tu l'annonces, donc tu pars en run de presse. Et en fait, une fois que tu as fait ce run de presse, il faut passer sur l'exécution de ta roadmap. Et du coup, c'est je trouve un an où tu fais zéro pause et où tu es à fond. Il y a eu des moments où la pérennité du projet était en jeu. Tu as forcément des doutes sur les directions que tu prends parce que nous, tu vois, on a quand même 3 métiers. On source des produits défectueux, on les répare et on les distribue. Donc déjà, quand tu as un métier, tu peux avoir 10 directions différentes à prendre et des choix stratégiques à faire. Quand on a 3, tu en as 30 et qui s'imbriquent un peu. Et donc je trouve que ce qui est difficile, c'est de te dire... qu'est-ce qui va être le plus important pour que mon business devienne rentable, réplicable, scalable? Et quel choix je prends dans toutes ces directions-là, sachant que tu n'as pas toutes les informations en main. Je trouve que c'est ça qui est difficile, mais en même temps, c'est vrai pour n'importe quel entrepreneur. Tu t'es fixé, toi, à titre personnel, tu vois, si on parle de l'exit, de la vente, du moment où tu te dis c'est bon, j'ai coché les cases et maintenant c'est le moment de transmettre. Enfin, tu as déjà réfléchi à ça ou tu verras bien en fonction de l'évolution du projet? Moi, je veux aller jusqu'à ce qu'on devienne un acteur industriel établi, rentable et qui a une bonne taille critique, soit en France, soit en Europe. Mais tu vois, qu'on se dise, ok, en fait, on a prouvé que c'était possible de construire un acteur circulaire sur cette industrie-là. Et après, je ne me suis pas forcément projetée plus loin. Est-ce qu'au-delà du projet Underdog et du reconditionnement, tu portes d'autres combats? J'imagine que oui, est-ce que tu as fait avec la Calmette House, mais un peu ta vision
de la société de façon générale, quoi, au-delà de ton projet? Je trouve que quand tu es entrepreneur, déjà c'est une forme d'engagement et deuxièmement, on a souvent la chance d'avoir un micro et donc autant t'en servir pour défendre des causes qui dépassent ton entreprise parce que je pense que quand tu es entrepreneur et encore plus quand tu es entrepreneur en impact, ce qui te motive, c'est de changer le monde, certes, à ton échelle, mais de le rendre plus juste. Et donc, à chaque fois que tu peux avoir un engagement qui dépasse ton entreprise, en tout cas, moi, j'y vais. Et donc, effectivement, je suis ambassadrice du mouvement Impact France, notamment sur les problématiques d'économie circulaire, où on fait un travail de plaidoyer et d'affaires publiques sur comment faire en sorte que l'économie circulaire se développe en France. Moi, ma thèse, elle est hyper simple. C'est que l'économie circulaire peut être un levier de compétitivité de la France, voire de l'Europe, et que ce serait une énorme bêtise de ne pas mettre les moyens en face pour que ça se développe, surtout dans un contexte où tu as plutôt intérêt d'avoir une certaine souveraineté sur les matières que tu n'as pas. Pourquoi un levier de compétitivité? C'est un facteur de réindustrialisation plutôt verte de tous tes territoires, donc c'est créateur d'emplois. Ça te permet de réduire tout ce qui est externalités négatives parce que tu as moins de déchets à gérer. Et 3, tu es moins dépendant de produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, en France, tu n'as aucun appareil électroménager qui est produit à part des fours, des plaques à induction de Brandt, tu vois, près d'Orléans. Je crois que tu as une autre usine à Vendôme de mémoire, mais tu as moins de 2% va être max du marché qui est produit en France. Donc demain, je sais pas, les frontières se ferment, tu n'as plus de frigo, tu n'as plus de machine à laver. Enfin, tu vois, il y a quand même une certaine, des produits dont tu as besoin que tu n'as plus. Donc ça, c'est quand on te parle de souveraineté, mais en fait, si tu parles de bon sens, en fait, c'est des déchets. On paye le fait de les détruire en France, alors qu'on pourrait en faire quelque chose, les remettre sur le marché et créer de l'emploi en parallèle. Est-ce que du coup, t'en es au point, pas du militantisme, mais vraiment du combat sur une transition générale, au-delà de ton domaine actuel ou ton projet actuel sur la circularité? Non, mais comme tu l'as dit, je trouve que mon combat, c'est le bon sens. Je sais pas si du coup, tu peux me considérer comme activiste, parce que je suis pas non plus radicale dans mes positions. Il y a plein d'activistes qui ne sont pas radicaux, mais tu vois, moi, mon combat, c'est le bon sens, et il peut être environnemental, sociétal, social. Et l'envie de faire des choses qui sont logiques. Et il y a un truc que je déteste depuis que je suis petite, c'est la notion de gâchis. Tu vois, gâcher du temps, gâcher des ressources, mais de manière transversale dans toute ma vie. Et je trouve que quand tu gâches à ce point des choses, c'est complètement aberrant et que tu dois changer les choses. Donc tu vois, mon combat, c'est moins la sobriété que arrêter de gaspiller et de remettre à l'ordre du jour le bon sens. Tu sens que la société et le marché, là, est comment? Qui plus est au moment où on se parle, ou quand même je trouve que de toute façon, cet écosystème, je l'appelle écosystème climat, mais il est plus large que ça, tu vois, impact, il est là et tu as des énergies hyper fortes et ultra positives, et justement créer des lieux comme la Climate House où c'est tu vois, leur maison, notre maison. Je trouve que ça te permet de garder cette énergie-là et ne pas désespérer. Enfin, tu vois, moi, j'étais là le mercredi où Trump a été élu. J'étais à la Climate House et donc tu ne vis pas du tout la même journée que si tu étais seule dans ton entreprise à dire qu'en fait, tu rames, mais pour rien, quoi. Donc, je trouve que c'est hyper important d'avoir un lieu fédérateur. Et ensuite, de manière plus structurelle, que ce soit dans les grands groupes ou même en affaires publiques ou en politique, tu as des sujets qui reculent et tu as des sujets qui avancent. C'est comme tout. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on manque clairement de stabilité au niveau national. Au niveau européen, c'est un peu mieux. En tout cas, il y a des choses qui avancent. Ça n'avance pas assez vite par rapport à ce qu'on aimerait. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et que les choses vont évoluer dans le bon sens. En tout cas, l'Europe a une carte à jouer, surtout face aux États-Unis,
sur toutes ces problématiques d'impact et a les bons acteurs pour prendre aussi de l'avance sur ces sujets-là. Via sa capacité à réglementer. Franchement, c'est encore trop tôt pour le dire. Tu vois, ils ont lancé typiquement, tu as le Clean Industrial Act, deal chez nous, et avec la Circular Economy Act qui est en cours de consultation à la Commission européenne. Et donc ça peut aller dans le bon sens parce qu'en gros, c'est mettre sur le devant des priorités l'économie circulaire et de manière générale l'industrie, le clean de l'industrie. Mais on est encore trop tôt, tu vois, il n'y a pas encore d'action concrète. Mais en tout cas, tu vois une certaine volonté de mettre à l'ordre du jour ce genre de problématique, ce qui est la première étape. Tu es optimiste ? Enfin, tu te qualifierais d'optimiste sur justement cette transformation ? Je pense que si tu n'es pas optimiste, tu n'es pas entrepreneur. Je pense aussi qu'on est convaincu de la théorie des petits pas, parce que nous, tout seuls, on ne va pas y arriver, mais en fait, ton action inspire d'autres personnes qui, elles-mêmes, vont changer. En fait, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « Non, mais moi, à mon échelle, je ne peux rien faire et j'ai tel type de travail, etc. » Mais déjà, je change de travail. Enfin, tu vois, tout n'est pas immuable. Donc, tout n'est pas immuable, donc tu peux pas... je ne crois pas en la fatalité, en tout cas. Je pense que... il faut qu'on change vite parce qu'il y a des choses qui, pour le coup, tu vois, quand tu vois les limites planétaires qui ont été dépassées, on ne peut pas revenir en arrière. Mais qu'il est encore temps pour qu'on change massivement et pour un futur beaucoup plus joyeux. Comment tu gères la pression, en fait ? T'es stressée ? Non, pas trop. Non, j'avoue que j'ai pas... Je ressens pas beaucoup de stress. Je pense en permanence qu'on ne va pas assez vite, mais je pense que c'est un trait partagé par pas mal d'entrepreneurs. Mais j'ai pas de stress parce que je me dis qu'on donne le maximum de ce qu'on peut. Et tant qu'on donne le maximum, on aura fait tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Et les situations qui vont m'apporter du stress, c'est quand on donne pas ce maximum-là. Moi, je considère qu'on a de la chance, de pouvoir entreprendre, 2, d'être financé, parce que c'est pas tous les entrepreneurs à impact qui le sont, et dans un domaine qui ne l'est pas beaucoup, dans le sens où si nous, on se plante, ça envoie un message négatif sur l'économie, l'industrie circulaire. Ah bah tu vois, Underdog n'est pas arrivé, donc ça envoie un signal négatif au marché, aux capitaux. Et donc je trouve qu'on a un devoir au-delà de réussir Underdog pour nous-mêmes, c'est réussir ce modèle-là pour montrer que les modèles circulaires peuvent être financés et qu'ils peuvent fonctionner. Et tant qu'on donne le maximum pour prouver ça, je ne suis pas stressée. Après, tu vois, si typiquement, je dis n'importe quoi, mais on avait les bons éléments pour lever. Si on n'avait pas réussi à lever pour X ou Y raisons qui ne dépendent pas de nous parce que je considère qu'on a fait le max, ok, fine, le marché n'est pas prêt à financer ce genre de modèle. J'aurais trouvé ça injuste et ça aurait titillé mon sentiment d'injustice, si tu veux, mais j'aurais pas été déçue de nous, j'aurais pas été stressée, j'aurais dit bah voilà, c'est juste pas le bon moment, c'est dommage, mais c'est comme ça. T'as eu peur de l'échec quand tu as lancé, que ce soit ton premier business ou le deuxième, de te dire, parce que l'échec est quand même assez mal perçu. Il y a encore un sujet autour de l'échec en France et au rebond. Tu t'es jamais dit, là, si je me plante... Je trouve un peu moins quand même. Un peu moins, ouais. Maintenant, dès que t'as un échec, c'est cool, tu peux faire un post LinkedIn, donc t'en as forcément appris quelque chose. Non, franchement, j'ai jamais eu super peur de l'échec. En fait, t'y arrives pas, and so what, quoi. Tu fais autre chose derrière. Autre chose. Ouais. T'as toujours été comme ça. Ouais. Et encore, tu vois, moi j'ai 2 enfants, donc oui, t'as des risques. Alors parfois, t'as des risques financiers qu'il faut calculer, bien évidemment. Mais franchement, si je prends entre maintenant et même Daco, tu vois, il y a 10 ans, waouh, ça me réjouit. Non, je dis pas. Mais maintenant, créer une boîte, alors ça c'est pas n'importe quelle boîte, mais tu peux créer une app en no-code, tu peux maintenant coder en parlant, tu peux créer un MVP en une journée, ton site web il est créé en 2 heures. Tu crées une boîte maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, tu vois. Donc en fait, je comprends pas forcément la peur de l'échec. Et encore une fois, je mets un bémol sur quel type de boîte, mais la plupart des entreprises, tu peux les tester super facilement en side project. Alors oui, tu vas y passer tes soirées, une partie de ta nuit, mais en fait, ton risque, il est nul. Tu peux être salarié et monter une boîte à côté.
Chez qui est-ce que tu vas au-delà, enfin tu vois peut-être tes investisseurs, ton équipe, etc. Mais est-ce que tu arrives toi à t'ouvrir sur tes doutes? Est-ce que tu doutes? J'aurais dû commencer Oui, par oui, là. je doute. Et je suis une personne normale. Déjà, je pense que j'ai un niveau de transparence assez fort auprès de mes investisseurs et de mon équipe. Une de nos valeurs, tu vois, c'est le no bullshit. Mais même quand tu as ces valeurs, il y a une partie de doute que tu ne partages pas. Que ce soit à tes investisseurs ou à ton équipe. Moi, déjà, ce qui aide, c'est de ne pas avoir entrepris seul. Enfin, franchement, j'ai un respect infini pour les solo-entrepreneurs. Je ne sais pas comment ils font. Je trouve que avoir ton équipe d'associés, c'est là où tu partages tes doutes. Et en fait, tu vois, nous, on est 3, donc c'est quand même rare qu'on soit tous les 2 en plein doute. Je me suis entourée aussi de mentors qui ont une expérience plus longue que la mienne et donc qui te permettent aussi de prendre du recul parce que souvent, enfin en tout cas moi, ce qui parfois me fait douter, c'est que quand tu as la levée des fonds, tu as un horizon de temps qui est assez limité. Et donc tu dois prendre des décisions rapides avec des résultats rapides. Et eux vont te faire prendre de la hauteur en disant mais t'es en train de créer une boîte, donc juste t'as le temps et prendre du recul. Parce que tu es en cash burn et Oui. qu'il faut que tu délivres, Ouais. tu démontres. Donc, tu as effectivement s'entourer de mentors. Moi, j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont eux-mêmes entrepreneurs, qui ne sont pas forcément tes mentors, mais qui en fait ont vécu des situations similaires. Et après, moi, je trouve que franchement, la première étape de la solitude, elle est avec toi-même. C'est-à-dire que avant de mentir aux autres, tu te mens à toi-même. Et il y a quand tu disais j'ose pas me lancer ou j'ose pas faire quelque chose, c'est réaliser la limite que tu t'automets à toi. Je prends un exemple tout bête, c'est je sais plus à quelle époque c'était d'Underdog, mais on devait faire un choix entre on cramait un maximum de cash parce que moi je dis à l'équipe on va aller chercher de la croissance, on fait plus de 70% en month to month. Incroyable, parce qu'en fait, en country margin, on était négatif au produit, mais genre bien négatif, quoi. Donc on crame sur un mois un maximum de cash. Et le mois d'après, je me dis, mais en fait, énorme bêtise, il faut qu'on bosse à fond nos unit eco, notre country margin, pour faire en sorte que dès qu'on accélère, ça soit à minima neutre, tu vois, qu'on soit country margin à 0 ou à minima positif, ou autrement positif. Et en fait, je me disais, je vais avoir trop du mal à vendre à mon board que je vais aller chercher de la renta au produit plutôt que de la croissance. Je sais pas, j'ai dû mettre un mois à me dire à l'assumer, tu vois. Et c'est moi qui me mettais des limites dans ma transparence. Quand je l'ai amené au board, ils m'ont dit, bah bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, surtout pour préparer la série A. Donc, tu vois, je trouve que tu as une première étape de te dire, accepter que c'est normal de douter. 2, te dire à voix haute tes propres doutes au lieu de les enfouir bien profond. 3, en parler à tes associés. 4, en parler à tes mentors. Et après, t'en parles à ton équipe et ton board. Chez qui tu vas exprimer ces doutes et de qui tu apprends en fait. Tu vois, typiquement, on a Nicolas Chartrier, qui est le fondateur d'Aramis Auto, qui fait du reconditionnement, mais sur des voitures, qui est une boîte énorme maintenant et qui nous aide beaucoup sur la vision Ops de notre business, et notamment sur l'implémentation du Lean, de la culture Lean dans nos équipes. Et c'est ultra précieux, enfin, il t'ouvre les yeux sur des choses incroyables. Tu as une famille, tu en es à ta 2e aventure entrepreneuriale, une série, une levée de fonds assez récente, plein de choses à faire, une ambition. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer tout ça? Alors, pour le contexte, j'ai un mari et 2 enfants. Ils ont 6 et 4 ans maintenant. Donc, ils étaient beaucoup plus petits au début d'Underdog. Donc, un déménagement à Nantes, ta vie est beaucoup plus simple logistiquement parlant, et beaucoup plus saine et tournée vers la nature, on va dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Mon mari est un des associés d'Underdog maintenant. Ce qui peut aider à ton équilibre ou pas, parce que tu peux passer, on peut passer nos soirées à travailler sur Underdog aussi. Mais non, trêve de plaisanterie. Nous, notre équilibre familial, c'est le week-end est consacré aux enfants et on ne travaille jamais et c'est 100% pour eux. Tu vois, c'est notre prio. Sur la semaine, tous les matins, on s'occupe d'eux. Le soir, on a une jeune fille au père
Et tu vois, ce qui nous permet de les récupérer à 19h pour la partie la plus fun. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bain ni le dîner à faire. Donc c'est que du jeu, des histoires. Et ça nous aide beaucoup et ça t'aide aussi en termes de flexibilité parce que quand t'as un enfant qui est malade et que t'as un board, tu peux, au moins elle prend le relais. Moi j'ai introduit du sport comme si c'était un meeting que tu n'as pas le droit de déplacer. Donc je fais 4 à 5 heures de sport par semaine. Sinon j'explose. Voilà. Ce qui est bloquant généralement, c'est les limites que les gens se fixent eux-mêmes ou c'est... Je pense que c'est une grosse partie d'éducation. Tu vois, mes parents nous ont éduqués comme ça. C'est en mode... tu vois, moi, l'histoire de mon père, c'est qu'il a dû arrêter l'école à 14 ans pour aider à la ferme familiale qui était toute petite. Et c'était pas du tout son rêve d'être agriculteur, tu vois. Et c'est plutôt... et après, il a créé des mini-boîtes à côté, très artisanales, ce qui lui permet de vivre mieux qu'un agriculteur standard. Et en gros, c'était, en fait, si tu veux un truc, juste fais-le. En fait, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, juste ta capacité de travail et le fait que tu y ailles. Donc, je pense qu'il y avait ça, principalement ça. Et cette espèce de, comme je te le disais, le gâchis... moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de regarder ta vie et de dire « Ah, j'aurais dû faire ça, mais juste, j'ai pas osé. » C'est horrible comme sentiment. Et donc, je fuis ce sentiment. J'ai une espèce je fuis la FOMO, tu vois. Et tu vois, je dois aussi contrebalancer. Ce que j'ai appris à faire depuis que j'ai des enfants, honnêtement, c'est de dire non. Parce qu'en fait, quand tu as ce trait de caractère-là, alors, tu peux te dire c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. En fait, tu vas dire oui à toutes les opportunités. Et au bout d'un moment, te noyer dans le truc et de rien faire bien, tu vois. Et donc, apprendre à dire non et être focus, c'est aussi, je trouve, une grande qualité. À dire non et tu vois, quand je t'entendais parler de sport, typiquement, ça fait beaucoup rire mon équipe. Mais pour le sport, et on court, tu vois, on a tous les mardis le Underdog, on court ensemble. Et je leur explique que vraiment, moi, le sport, c'est le seul domaine où je veux jamais qu'on me parle de performance. Je m'en fiche de courir plus vite, je m'en fiche de courir plus longtemps. Genre, je veux qu'on me laisse tranquille. Et donc, en fait, c'est un peu la sphère que je chéris, où je dis, mais vraiment, ils me disent, ah, mais mets-toi sur telle app pour courir, pour apprendre à mieux courir. Franchement, je m'en fiche. je veux juste 1 heure par jour où on ne me parle pas de performance ou de décision à prendre ou de méthode à suivre. C'est un peu, et je trouve que du coup, ça te fait une bulle et c'est aussi un peu une bulle créative. Tu as plein de solutions qui arrivent à ce moment-là dans ta tête. Comment est-ce que tu te formes ? Excellente question. Par les mentors, en lisant des livres business, en écoutant des podcasts. Merci beaucoup Claire, je te souhaite le meilleur pour Underdog, c'était très inspirant. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent avec un nouvel invité. Merci beaucoup Claire. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.